Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, FPI, intervention de Soro Kelefowa du 23 novembre 2015 sur Ovajab Media, RDC, et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec les paroles fortes du président Laurent Gbagbo. J'ai toujours dit à mes camarades de lutte, à mes partisans et au peuple africain que le temps est l'autre nom de Dieu. Je le dis et je le redis encore. Quiconque marche sur le temps sera tôt ou tard rattrapé par le temps et c'est ce jour-là que tout le monde saura qui est dans la vérité. Moi, Koudou Laurent Gbagbo, je suis dans la vérité, donc je n'ai peur de rien, j'irai jusqu'au bout. Je ne laisserai personne marcher sur le respect, la dignité et la liberté de mon peuple. Quiconque veut appauvrir mon peuple va me trouver sur son chemin. Chers compatriotes, restez toujours debout. Il s'agit de notre souveraineté. Que Dieu vous garde. Tout de suite, Côte d'Ivoire, FPI. Soro Kelefowa, intervention du 23 novembre 2015 sur Ovajab Media. C'est l'appel de maman qui a conduit, comment on appelle ça, conditionné, motivé, organisé les Ivoiriens, a permis de comprendre de faire le fossé entre les deux groupes, entre les deux blocs. Le bloc qui soutient le président Ouattara, c'est-à-dire le RHDP, ajouté à ceux qui ont fui le pays pour aller là-bas, et le bloc qui est resté fidèle à Laurent Gbagbo. Vous avez vu les élections. Officiellement, on nous a d'abord dit 60% taux de participation. Après, on est revenu à 54%. Après, on est revenu à 52%. Ça, c'est les officines officielles qui disent ça. Demandez aux ambassadeurs en Côte d'Ivoire. Le vrai taux de participation en Côte d'Ivoire est de 9,33%. Quand tu sais que le vrai taux de participation est de 9,33% et que le parti de Laurent Gbagbo a demandé de ne pas aller aux élections parce que les conditions ne sont pas claires, ça veut dire que ceux qui sont restés à la maison se reconnaissent dans Gbagbo Laurent. Si le vrai taux de participation est de 9,33%, ça veut dire qu'il y aura au moins plus de 90%, voire plus de 80% de la population qui se reconnaît dans Gbagbo Laurent, qui ne se reconnaissent pas en cette élection. Par conséquent, celui qui est au pouvoir dirige, c'est un groupe de 10% de la population qui se retrouve au pouvoir et qui nous dirige. Donc, nous on est fiers, on est même contents d'avoir fait la résistance et d'avoir démontré que même l'élection de 2010, c'est Gbagbo Laurent qui a gagné. Puisque le taux de participation le démontre. La population n'a pas voulu suivre, elle n'est pas d'accord, ni en 2010, encore moins en 2015. Donc nous sommes fiers de cela. Et nous pensons qu'il faut poursuivre pour que les 9,33% qu'ils ont eu, que ça diminue. Donc vous comptez boycotter les élections législatives à venir? On n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Mais je veux dire que quand on fait l'analyse de cette élection qui vient de se tenir, ils sont conscients. Est-ce que vous avez vu, ils ont fêté partout? Tu sens la tristesse sur les visages. Mais à l'issue d'une élection, c'est la joie partout. Mais n'empêche que le président Ouattara est élu. Oui, même s'il avait eu 1% de la lettre, il allait gouverner, puisque ce n'est pas l'élection qu'il voulait faire. Il voulait seulement faire un passage. Et il a fait le passage. Ce n'est pas le taux de passage qui l'intéresse. Donc nous, on le voit dans sa logique, mais nous aussi nous avons notre logique. Nous disons que nous sommes des démocrates, nous persistons et nous continuons à lutter, à défendre et à décrier ce qu'il est en train de faire. Maintenant, vous dites que le taux de participation est à 9%. 9,33. 9,33, vous nous concédons cela. Mais qu'est-ce que ça apporte au président Laurent Gbagbo? Ce n'est pas moi qui dis que ça fait 9,33%. Le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, le même dimanche à 17h, a dit que le nombre de votants ne peut pas dépasser 900 000. Ça vaut pas 1 million. Soro Guillaume a décidé son poste. Ce n'est pas Soro Kelefowa qui a dit. Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, comment ça, directeur de campagne adjoint de Ouattara, quand il dit ça, vers les 17h, le même jour, ça veut dire quoi? Si plus de 6 millions d'électeurs inscrits, il dit que les électeurs qui sont allés aux urnes n'atteignent pas 1 million. Ça veut dire quoi? Donc ce n'est pas Soro Kelefowa qui le dit, c'est le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, qui a dit ça. Mais ce n'est pas lui qui organise les élections. Oui, non, je n'ai pas dit celui qui organise, mais ça demande que ce que j'ai dit est crédible. Vous pouvez aller sur le compte Twitter de Soro Guillaume, vous allez voir, ce n'est pas moi qui j'ai dit. Donc,
Le président Gbagbo doit être content. Et De se rendre compte que même aujourd'hui, en 2015, vu ce qui s'est passé, vu le traumatisme, vu les violences, les Ivoiriens sont encore derrière lui. Il doit être heureux. Tout de suite, actualité en RDC. Parlons à présent du dialogue inclusif, vous le savez, qui doit se tenir bientôt. Eh bien, la diaspora congolaise réitère son vœu de voir les Congolais aller au dialogue pour trouver des solutions salutaires aux problèmes que connaît le pays. Emmanuel Ilunga, Congolais de la diaspora vivant en France et président du parti Action républicaine pour le progrès, exhorte ses compatriotes de la diaspora à dépersonnaliser le dialogue autour des animateurs actuels des institutions de la République. Ce dernier qui considère le dialogue comme le seul moment historique et important pour repartir sur les nouvelles bases, déclare également qu'il est temps de laisser la place à la raison de la patrie au lieu des émotions. Le dialogue est un moment important pour notre pays parce que pour la plupart, ils ne viennent pas au Congo, ils ne voient pas les souffrances qu'il y a dans ce pays et nous avons besoin que les acteurs politiques congolaises et congolais puissent se retrouver, se rencontrer pour échanger, pour décrisper la situation, et deux, pour proposer tout ce qui est noble pour le pays et ce qui fâche, de manière à ce que demain nous puissions construire une démocratie apaisée. Aujourd'hui, notre démocratie n'est pas apaisée parce qu'il y a un camp contre un autre, alors que nous devions n'être que des adversaires politiques. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que nous sommes dans une arène et que le combat, c'est un combat des chefs et ça, ce n'est pas bon pour notre démocratie. C'est pourquoi nous souscrivons et j'ai fait appel à tous mes compatriotes qui sont au Canada, aux États-Unis, en Europe, et qu'ils fassent passer la raison à la place des sentiments. Le dialogue est important. Il ne faut pas personnaliser le mot dialogue, parce que beaucoup disent oui, c'est une énième dialogue, et puis c'est pour favoriser les glissements. Nous avons une expérience de Mobutu. Lorsque nous disions que quand Mobutu part, les souffrances des Congolais vont s'arrêter. Mobutu est parti, ça fait 20 ans presque, et les souffrances sont là. Donc c'est les systèmes qu'il faut construire. Nous avons oublié de construire les systèmes, nous avons focalisé notre énergie sur un homme. Donc il ne faut pas focaliser l'énergie sur un homme, il faut plutôt mettre de l'énergie sur un système qu'il faut repenser, reconstruire pour que les systèmes puissent absorber les hommes, y compris les acteurs politiques, y compris la population. Et pour finir, actualité en France. Ok. Das Wort hat jetzt Frau Le Pen. Bien, mes chers collègues, la France a traversé une épreuve absolument épouvantable vendredi 13 novembre. Je pense que le premier respect à avoir à l'égard des victimes consiste à nommer ce qui les a assassinés. Or, pas plus que dans la bouche de nos dirigeants français, pas plus que dans l'ensemble des interventions que j'ai entendues ce matin, je n'ai entendu nommer l'assassin. L'assassin, ça n'est pas le terrorisme. Le terrorisme, c'est l'arme qui est dans la main de l'assassin. L'assassin, c'est l'idéologie qui porte et au nom de laquelle le terrorisme tue. C'est le fondamentalisme islamiste. Et vous devez le dire, car si vous ne le dites pas, si vous n'êtes pas capable de nommer l'ennemi, alors, évidemment, vous ne pourrez pas le combattre. Mais peut-être que ça gêne certains d'entre vous de le nommer. Parce que le nommer, ça oblige à remettre en question un certain nombre d'amitiés internationales. Ça oblige à se poser la question de savoir si effectivement on peut continuer à avoir comme allié l'Arabie Saoudite, le Qatar. Ça oblige à se poser la question de l'ambiguïté de la Turquie à l'égard du fondamentalisme islamiste. Ça oblige à se regarder en face et à se dire que oui, l'ensemble des accords internationaux que nous avons passés, des alliances internationales que nous avons passées, nous poussent en réalité à être aujourd'hui objectivement les alliés du fondamentalisme islamiste plutôt que d'en être les ennemis. Alors moi je propose que l'on change ces alliances et je considère que tous ceux qui luttent contre le fondamentalisme islamiste doivent être considérés comme des alliés sans aucune réserve. Ça passe évidemment par des pays musulmans qui luttent contre le fondamentalisme islamiste, l'Égypte, les Émirats arabes unis, ça passe aussi évidemment par la Russie, ça passe par l'Iran. Alors, dans le cadre de cette grande coalition, nous pourrons envisager d'être efficaces contre le fondamentalisme islamiste.
Mais à bien des égards, je suis obligé de le dire aussi, l'aliénation de la France à des politiques européennes imbéciles constitue aujourd'hui un obstacle au retour de la sécurité des Français. Au premier rang de ces politiques imbéciles, il y a la question de l'immigration massive, qui est ancienne, qui est le terreau du communautarisme, et la réponse aux questions que vous vous posez, mais pourquoi y a-t-il des terroristes qui sont nés sur nos territoires de l'Europe? Eh bien pour ça, parce que l'immigration massive a entraîné du communautarisme et que le communautarisme est le terreau dans lequel le fondamentalisme islamiste vient chercher et vient recruter ses futurs soldats. La Commission européenne annonce qu'il y aura 3 millions de migrants qui arriveront dans l'Union européenne l'année prochaine. Bien sûr, nous ne mettons pas un trait d'égalité entre les migrants et les terroristes. Bien sûr, il n'en demeure pas moins que ce que je dénonçais dans ce Parlement au mois de septembre, l'infiltration de djihadistes au milieu des flux de migrants, est une réalité. Et cette réalité, elle a tué vendredi dernier. Vous pouvez faire semblant de ne pas voir cela, mais elle est là, cette réalité, et on ne peut pas ne pas en tenir compte. Continuer à laisser ces flux de migrants de manière incontrôlée, alors que vous savez pertinemment que l'Union européenne et que les pays frontaliers de l'Union européenne sont dans l'incapacité totale de pouvoir contrôler quoi que ce soit, et encore moins l'identité de ceux qui arrivent, eh bien c'est se priver des moyens de lutter contre ce terrible danger. Alors, moi je vous le dis, nous souhaitons retrouver nos frontières nationales. Nous n'avons pas confiance dans les frontières de l'Europe qui sont une véritable passoire. Aujourd'hui, les frontières françaises sont à nouveau contrôlées de manière temporaire. Eh bien, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'elles soient contrôlées de manière absolument définitive. Vous nous parlez de contrôle, de renseignement, mais quel contrôle? Les passeports qui sont détenus par les terroristes, ce ne sont pas des faux passeports, ce sont des vrais passeports délivrés par l'État islamique dans les administrations dont ils ont pris le contrôle en Syrie. Ça aussi, c'est une réalité qu'il faut regarder en face. De la même manière, vous nous avez imposé l'austérité. Cette austérité, elle nous a obligés à nous désarmer. C'est à cause de l'austérité que l'Union européenne a imposée aux pays que nous avons moins de militaires, que nous avons moins de policiers, que nous avons moins de gendarmes, que nous avons moins de douaniers. Nous ne voulons plus de votre politique d'austérité. Nous ne voulons plus que ce soit vous qui décidiez quelle est la priorité dans notre budget. Nous voulons là encore retrouver notre souveraineté budgétaire pour décider qu'il est plus utile pour nous aujourd'hui d'accorder une priorité budgétaire à la sécurité de notre territoire. C'est nous qui voulons décider de cela. Depuis le 13 novembre, l'état d'esprit des Français a changé. Les institutions européennes doivent comprendre que pour nous, rien ne sera plus jamais comme avant. La folie migratoire, la haine des frontières, l'obsession austéritaire, les mauvais choix en matière d'alliances internationales sont devenus des dangers clairement identifiés par les Français. Une minorité grandissante partageait nos vues sur ces sujets. Nul doute que le regard est désormais très majoritairement lucide. Nous n'aurons de cesse de dénoncer ces dangers pour défendre la sécurité du peuple français face aux actions que je considère criminelles des institutions européennes. Bravo. Das Wort hat jetzt Herr Gollnisch. Durant des décennies, en effet, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.